Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans le grand plateau. Au menu ce soir, renationalisation des néos par l'État camerounais. Objectif atteint à 95%. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a récemment signé un accord d'une valeur de 78 milliards de francs CFA avec le fonds d'investissement britannique Actis pour acquérir la totalité de ses 51% de parts. Grâce à cette convention de rachat, aboutissement de 2 années de négociations, le Cameroun reprend entièrement le contrôle de l'entreprise de distribution de l'énergie électrique. Seulement, ce retour à la nationalisation de ce secteur ne semble pas être du goût des économistes et des experts des questions énergétiques. En effet, le Cameroun redevient propriétaire d'une entreprise dont le cahier de charges n'a pas été respecté par ses précédents acquéreurs. Conséquence, une dette sans fin, des pertes techniques et des tensions sur la qualité du service, entre autres. Autant de problèmes que l'État devra désormais supporter pour restaurer la souveraineté du secteur de l'énergie et rentabiliser l'entreprise Eneo. Le gouvernement parviendra-t-il à réussir là où il avait déjà échoué par le passé? L'analyse de nos invités est à suivre en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. En ouverture, la peur règne dans la région du Nord-Ouest où 6 prêtres catholiques sont toujours détenus par des combattants séparatistes à Ndop, dans le département du Ngoketunja. Ces enlèvements qui auraient commencé avec le kidnapping de 2 prêtres, suivis de l'arrestation de 4 autres alors qu'ils tentaient de les secourir, ont semé l'inquiétude au sein de la communauté chrétienne et poussé les églises à prier sans relâche. Dans les jours qui ont suivi, un pasteur baptiste de Djakiri a également été enlevé. La rançon exigée est chiffrée à près de 100 millions de francs CFA. Fandrone Marquez dresse le bilan de la situation actuelle dans cette partie du pays. Ceaseless prayers are being held in Catholic churches across the Northwest region for the release of 6 Catholic priests who were recently abducted by suspected separatist fighters in Ndop, Ngoketunja division, according to a Christian witness. After 2 of the priests were whisked away, 4 others who were sent to secure their release were also detained by the abductors. Dear people of God, 5 of us left this morning for Baba to see Reverend Father Harris. On reaching there, we picked our shop. The Christians came this morning for daily mass and were stranded in the church without Father William Shakespeare to celebrate morning mass with them. We were shocked that Father Harris, the parish priest of Baba, Reverend Father Michael Moa, our dean from Ndop, the education secretary, dispatched by the Archbishop Bishop from Bamenda, came down. As the 3 of them went to intervene, being sure that they were going to enable our own 2 priests to be released, they were instead also kidnapped and kept there. The circumstances that led to the abduction of these priests and a faithful remained sketchy, as recounted by the worried Christian. Father Shakespeare, who was around according to the catechist of Baba's story, Catechist Ambrose, on sleeping yesterday night, he knew that Father Shakespeare was in their own house, only to discover today that nobody was in their house. We are in a fix whether Father Shakespeare is in the house and how. Oh, he too was taken last night and may be cautioned not to tell anyone. We have the problem of 6 priests. That is the situation. So far, the Catholic Church is yet to make a statement about the situation, and nothing has emerged regarding the whereabouts of the abducted men of God. Shortly after the kidnapping incident in Ndop, a Baptist pastor was also abducted by suspected separatist fighters in Djakiri. The abductors are allegedly demanding 10 million CFA francs as ransom for his release. In recent days, men of God have increasingly been targeted in the Northwest region. Last week,
Reverend Ndifokletus, senior pastor of Jubilee Assembly of the Full Gospel Mission, was shot and wounded in the arm. During the same week, Pastor Desmond was killed in Du, reportedly by state forces in front of his congregation, and still in Du, Reverend Ter Peter was shot in the arm by gunmen. These incidents have sparked fear among Christian communities and renewed concerns over the targeting of clergy in the ongoing Anglophone conflict. À Baganté, dans la région de l'Ouest, un gang de présumés braqueurs cueillis par les forces de maintien de l'ordre spécialisées dans le braquage à main armée, le cambriolage et les assassinats, les deux membres de ce groupe qui semaient la panique dans le département d'Undé ont été neutralisés par les éléments du commissariat de sécurité publique de la ville de Baganté. Le dernier des malfaiteurs est encore en cavale. Quelques victimes s'expriment dans ce reportage de Franck Duroc-Tassonquin. Ils étaient 3 au départ de l'aventure, 2 neutralisés en chemin et 1 en cavale. Ces présumés malfrats, spécialisés dans les braquages à main armée, les cambriolages et les assassinats, sont désormais dans les mains de la justice pour répondre de leurs actes. Aux environs de 3 heures, les bandits sont venus chez nous, casser la porte, entrer, nous dire que l'argent qu'on vous a envoyé, donnez-nous cet argent. Avec un vaste champ d'opération, domiciles privés, marchés et même les centres hospitaliers de ce département d'Undé, cette infirmière a échappé de justesse. Pendant qu'il fouillait la chambre, les salles, j'étais toujours là dehors. Ils ont tout fait pour que j'entre donner le médicament à celui qui avait les douleurs de ventre. Là, je ne suis pas entré. Ils ont même dit que j'entre les donner même le para, je ne suis pas entré. Ils m'ont même violenté un peu là dehors. J'ai dit que je ne suis toujours pas entré. Jusqu'à ce qu'ils ont pris, il y avait 2 téléphones. Ils ont pris les 2 téléphones puis ils sont partis. En leur possession, une moto, un poignard pour déposséder les populations de leurs biens. Ils ont introduit notamment dans un domicile au quartier 7. Ils ont séquestré, agressé, sermonné 2 personnes âgées, parmi lesquelles le nommé Mbetia Richard, qui est décédé à la suite des blessures infligées à la suite de cette agression. Et donc, c'est à la suite de leur interpellation, le surnommé Dibolé est passé aux aveux. Il a reconnu les faits qui lui ont été reprochés, les faits de meurtre en coaction. Très minutieuse des données GPS fournies par le téléphone de la victime a permis d'interpeller un receleur qui de façon coopérante nous a permis de dénicher 2 gros scélérats de la ville, alors très connus pour les faits d'agression à main armée, vol aggravé et même des crimes. Leur interpellation fait suite aux multiples plaintes déposées au commissariat de sécurité publique de la ville de Baganté et aussi à l'exploitation des vidéos de surveillance qui quadrillent ce département. Témoigner notre satisfaction par rapport à la collaboration, à la franche collaboration de la population. C'est aussi l'occasion pour nous de témoigner notre détermination à continuer à traquer ces hors-la-loi. Les 2 présumés braqueurs, qui ne sont pas à leur premier forfait, selon les forces de maintien de l'ordre, seront présentés au procureur près les tribunaux d'instance d'Undé et de Baganté. Également dans l'actualité, le gouvernement lance la première phase d'un plan directeur visant à rétablir la stabilité financière du secteur de l'énergie au Cameroun. Le projet fait suite à la renationalisation des NEO et l'acquisition par l'État de 95% des parts de l'entreprise. Le plan, annoncé pour la période allant de 2025 à 2028, a pour objectif la modernisation du réseau électrique, la réduction des pertes techniques et l'amélioration des performances financières du secteur. Et après cette décision historique, des économistes tels que le docteur Jean-Marie Biada préviennent que si les responsables gouvernementaux ne règlent pas leurs factures et que les dettes accumulées continuent de croître, l'entreprise pourrait faire faillite et à terme cesser ses activités. Il s'exprime dans cet élément de Jérès Azangué et Fondre Marquez. Acquiring a 95% stake from the British Investment Fund Actis for 78 billion CFA francs, NEO, the electricity distribution company becomes nationalized, according to the Minister of Water and Energy, Gaston Lundu Sumba, who was among those who brokered the deal and signed on behalf of the Cameroon government. This significant shift in the energy sector will strengthen Cameroon's energy sovereignty, modernize infrastructure,
and ensure reliable access to electricity. Jean-Marie Mbiada, an economist, is of the opinion that the nationalization is a major move, especially considering the huge benefits that come with it. If the government at the end of the years realize benefit, they will not share it with ENEO, they will share it only with the people who are working in ENEO at the level of 5%. It means that if the government realizes, for instance, 1 billion CFA of positive results, the government will put in the public treasury 900, let's say 95% of that 1 billion. Dr. Jean-Marie Mbiada reiterated that if there are accumulated unpaid bills by government officials, the company is bound to go bankrupt. Governors don't pay their bill, SDO don't pay their bill, senior SDO don't pay their bill, hospitals don't pay their bill, university don't pay their bill. It will be sure that in, let's say, more than 5 years, the amount of the present bill, who is very higher, will be multiplied by 2, by 3, or why not by 5. Expert Jean-Marie Mbiada is also worried about the inherited debt from Actis. Let's say Actis, unfortunately, is my point of view. They have received from our banks here a loan of close to 100 billion CFA. I think that those banks, to have back their money, they will not go to ask Actis to come and do it, because actually the government have renationalized the ENEO. It means that the main owner of the company is the government. It means also that if those banks want to have back their money, they will send no request to Actis, but they will send that request to the government. That is my main worry. The takeover of ENEO comes at a time when data from the Ministry of Water and Energy's Country Energy Company indicates that ENEO had 800 billion CFA francs debt at the end of 2024, 500 billion CFA francs owed to suppliers, and approximately 80 billion CFA francs in uncollected receivables. The government, for its part, is preparing a comprehensive recovery plan, the first stage of which will run from 2025 to 2026. The government aims to restore the sector's financial stability by 2028 with objectives including modernizing distribution, reducing technical losses, and improving the financial performance of the electricity system. Le docteur Jean-Marie Mbiada propose également à la nouvelle direction d'adopter un système de tarification progressive afin de soutenir les petites entreprises et les ménages. L'économiste estime que cette approche permettra de réduire significativement les factures d'électricité élevées des Camerounais. Selon lui, le gouvernement devrait centraliser la gestion de tous les barrages hydroélectriques, ce qui permettrait une gestion plus rigoureuse. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement pourrait également, puisque l'ARCEL, ne l'oublions pas, l'ARCEL s'amuse à dire pour ce qui est des consommateurs moyenne tension, c'est-à-dire les industries, l'ARCEL s'est amusé à augmenter les prix pendant 3 années consécutives, en disant cette année-ci ça va augmenter de 20%, ensuite 20%, ensuite 20%. Le gouvernement peut revenir sur une telle mesure pour encourager la création des industries, parce que l'industrie a pour matière première, a pour principal facteur de production l'énergie électrique. Donc si le coût de l'énergie électrique est faiblement accessible, c'est une très bonne chose pour les opérateurs maintenant qui pourront facilement venir créer donc des industries. Ici à côté de nous, ici, il y a une industrie là-bas qui a de graves soucis pour créer son entreprise de transformation du calcaire. Elle a besoin de 3 mégawatts. Elle n'a pas la possibilité, comme Keda Ceramics à Kribi, qui a pu voir la SNAS qui lui a mis sur pied un oléoduc, un gazoduc pour lui donner les 3 mégas. Si le gouvernement peut lui donner ces 3 mégas, ça sera une très bonne chose maintenant. Donc pour moi, le gouvernement peut accéder à toutes les récriminations des populations qui avaient été rejetées par ENEO, parce que ENEO était là pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, le gouvernement peut le faire. On peut espérer que nous accédions désormais à une facturation par palier, alors qu'ENEO avait totalement refusé cela. Et la conséquence, ça sera quoi? Les factures au niveau des ménages vont donc baisser. Au lieu que quelqu'un qui a l'habitude de payer par exemple 5 000, 10 000, 12 000, 13 000, se retrouve directement à payer 25 000 parce qu'il est sorti de son palier, il va, au lieu de payer ces 25 000, payer peut-être 10 000 en moins, c'est-à-dire 15 000 francs. Que le gouvernement mette aussi un accent sur l'entretien de ces infrastructures qui viennent d'être construites
pour certaines, ou alors celles qui sont là depuis de nombreuses années, dont il faut absolument procéder à l'entretien, que ce ne soit pas facultatif, mais obligatoire. Tout un département chargé de maintenir ces infrastructures, ça va faire en sorte que, pour moi, j'insiste encore, ça serait une bonne opération pour le gouvernement qui trouvera même un endroit pour prélever parfois un peu d'argent pour rembourser auprès de ses donneurs d'ordre internationaux. À Douala, où les coupures de courant rythment le quotidien, la renationalisation des néos suscite des réactions mitigées entre espoir pour certains, scepticisme pour d'autres et attentes prudentes. Nombreux sont ceux qui attendent des améliorations concrètes. Après la reprise par l'État des 95% des parts du distributeur d'électricité, les habitants des quartiers Bali à Bonapriso estiment que cette mesure pourrait marquer un tournant dans un secteur en proie à des coûts élevés, des compteurs inaccessibles et des coupures incessantes. Derrière cet optimisme se cache toutefois une préoccupation partagée. La nouvelle direction sera-t-elle capable d'assurer la fiabilité et l'équité promise de longue date, mais rarement constatée sur le terrain? Fantoné Marquez. Residents in Douala have expressed mixed feelings following the announcement of the nationalization of NAO after the state of Cameroon acquired 95% of the company's shares. According to Yayan Usman, who reside in Bali, the new management should consider reducing the cost per kilowatt. Cette nationalisation d'NAO, on pense que le coût du kilowatt va quand même baisser et qu'on n'aura plus de coupures, les coupures d'électricité par-ci, par-là. On pense que les choses vont changer en fait. Il y aura plus de factures qui sont élevées, des NAO et tout. Quand j'ai appris, moi j'étais très content. Donc je suis sûr et certain que à partir de demain, ils vont baisser le prix de kilowatts. On paie extrêmement cher. On n'arrive plus aujourd'hui à utiliser NAO. Parce que comme nous avons les prépayés. On n'arrive même pas à utiliser. Même quand tu mets 2000, ça fait à peine 3-4 jours, c'est fini. While aligning with Yaya's view on reducing the kilowatt cost, Leopold, a resident in Kumasi, urges that other companies should also be Cameroonized. Moi, j'aimerais que l'État aille dans cette même lancée de nationaliser toutes nos sociétés. Parce que là, on se dit que si on a récupéré toutes nos sociétés, ça nous permet de repartir sur un nouveau départ qui sera le meilleur. Ça veut dire que le kilowatt, pour moi, si ça peut quitter de 100 francs à 25 francs, ça fait que même le Camerounais lambda peut avoir un compteur chez lui. Leopold further pleads that with the arrival of the new management team, metas should be made accessible to everyone. L'accessibilité au compteur soit aussi facile, parce que c'est souvent très difficile. Oui, ça fait partie de mes attentes personnelles. Daniel, a resident of Bonapriso, is demanding free electricity from the government, arguing that the country cannot boast several dams while Cameroonians continue to suffer incessant power outages. Moi, particulièrement, je n'apprécie pas. Ce que moi, je souhaiterais, que l'État puisse nous donner l'électricité gratuite. Parce qu'on produit l'électricité chez nous-mêmes. Tout est produit chez nous. L'eau, l'énergie, c'est chez nous. Et on ne voit pas pourquoi, pour quelle raison est-ce qu'on va encore se permettre à payer l'électricité dans notre propre pays. Et nous a fait souffrir pendant des années. Une semaine sans électricité. Kamwa vient encore avec sa passe ajoutée. C'est grave. On souffre au Cameroun. Que le père doit voir notre problème. Some Cameroonians who spoke off microphone say they are keeping their fingers crossed, are waiting to see what the first 100 days of the new management would look like. On parle éducation à présent avec cette interrogation. Pourquoi l'histoire nationale occupe-t-elle une place aussi réduite dans les curricula camerounais? Et quelles sont les conséquences pour la construction d'une identité commune? Alors que l'enseignement de l'histoire du Cameroun ne représente qu'environ 20% des programmes scolaires, un plaidoyer mené par la Société camerounaise d'histoire relance le débat sur la nécessité de renforcer cette discipline à travers un narratif scientifique et accessible couvrant les grandes périodes de l'évolution du pays. Le projet interroge la capacité de l'école à former des citoyens conscients de leur héritage, résistants aux replis identitaires et engagés dans la cohésion sociale. Sébastien Oyébé. Le débat sur la place de l'histoire nationale dans les écoles s'intensifie. Aujourd'hui, l'histoire du Cameroun ne représente qu'environ 20% des programmes, laissant une grande part au contenu étranger.
Une situation qui, selon plusieurs acteurs éducatifs, fragilise le sentiment d'appartenance des jeunes Camerounais, souvent peu informés sur leurs propres héros. Il est important d'enseigner aux élèves l'importance d'une culture de la paix et pour cela, ils doivent connaître l'histoire des autres peuples. Le Cameroun a plusieurs tribus et il ne faudrait pas qu'on encourage un repli identitaire. Une histoire d'une bonne partie des peuples, une histoire régionale, une histoire qui nous parle, pas une histoire extravertie. Ce serait former un citoyen, un bon citoyen pour le Cameroun et surtout ce serait former des patriotes et des nationalistes. Face à ce constat, le service civil pour la paix, la Société camerounaise d'histoire et plusieurs organisations viennent de lancer un plaidoyer visant à produire un narratif national simplifié et scientifique. Le fait que les Camerounais ne se retrouvent pas dans leur identité, ne se retrouvent pas dans leur histoire commune, fait problème. C'est de là qu'est né ce projet sur la construction de cette identité-là à travers notre histoire commune. Parce qu'on voit beaucoup de blessures dans notre passé et dans notre quotidien qui reviennent par le fait que nous ne connaissons pas bien notre histoire et que nous ne l'avons pas assimilée. Alors, dans ce plaidoyer, il était question d'aller interpeller les autorités et de dire, est-ce que nous pouvons avoir véritablement cette histoire commune? Toutefois, une question demeure. Ce document trouvera-t-il pleinement sa place dans les programmes scolaires à l'heure où le Cameroun traverse des tensions identitaires? Beaucoup estiment que mieux enseigner l'histoire pourrait devenir un levier essentiel pour consolider l'unité nationale. Reste à savoir si l'école suivra. Offrir aux créateurs et dirigeants de jeunes entreprises les outils concrets pour accélérer leur croissance, structurer leur activité et sécuriser leur avenir. Telle est l'ambition portée par Scale Up Ton Business by Nathalie Koa. Le programme, dont la 2e édition est prévue à Douala le 14 décembre prochain, veut dynamiser un écosystème entrepreneurial jeune, encore trop peu soutenu, et devenir un véritable tremplin pour l'économie locale. Les détails avec Julien Natada et Jiré Sazangé. Derrière cette initiative, une femme, Nathalie Koa. Avec cet événement, elle veut offrir aux porteurs de projets des outils concrets pour franchir le pas. L'ambition est d'aller au-delà des discours motivants pour leur donner des stratégies réelles afin de bâtir une activité rentable. Car si l'entrepreneuriat séduit de plus en plus au Cameroun, le parcours reste semé d'embûches. Manque de stratégie, difficulté à trouver des financements, vision parfois hésitante. Le but de Scale Up, c'est d'apporter des outils concrets à chaque entrepreneur à la fin de la journée pour qu'il puisse savoir de quoi mieux mûrir son projet, mais surtout repartir avec des outils pour améliorer son branding et comment améliorer sa stratégie commerciale. Le 14 décembre à Douala, près de 150 entrepreneurs en EB ou confirmés seront accueillis par un panel d'intervenants triés sur le volet. En tête, la marraine, la femme d'affaires Kate Fotso, figure incontournable du monde économique. À ses côtés, plusieurs experts reconnus qui viendront partager leur expérience et leurs recettes pour réussir. La première partie de la journée est focalisée sur des thématiques, des panels, des partages d'expériences avec des experts de renom. Vous avez le déjeuner qui est pris en compte dans votre ticket, déjeuner qui est sur le site même de l'événement. La deuxième partie de la journée est une partie plus interactive, ateliers et workshops. L'enjeu va au-delà d'une simple formation. Scale Up Ton Business by Nathalie Koa veut créer un véritable tremplin pour l'économie locale, professionnaliser les jeunes entreprises, réduire le taux d'échec des PME et stimuler un écosystème entrepreneurial encore sous-accompagné. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Quelle gestion et plan stratégique de performance pour la relance de la Société nationale de distribution de l'énergie électrique après sa renationalisation? Cette question se pose au terme du rachat d'Eneo conclu entre l'État du Cameroun et le groupe Actis, premier client insolvable avec des factures impayées en milliards de francs CFA et promoteur des méthodes de recrutement basées sur le favoritisme et autres considérations. La reprise de cette société de souveraineté va-t-elle fournir
aux ménages et entreprises une offre énergétique en quantité afin de résorber les coupures intempestives que subissent les Camerounais depuis près d'un quart de siècle. La lecture de Jean-Paul Chouniette. En renationalisant Eneo en 2025, l'État du Cameroun vient de reconquérir symboliquement un pan de sa souveraineté énergétique qu'il avait cédé aux expatriés avec le rachat en 2001 de la défunte Sonel par le consortium américain AS Sirocco. De cette époque-là à ce jour, les ménages et entreprises ont vécu au gré d'un concept révolutionnaire de délestage, désignant toutes ces coupures intempestives et souvent très prolongées dans des contrées passant plusieurs mois sans électricité. Avec un déficit énergétique intenable, malheureusement jamais comblé, malgré la construction de plusieurs barrages hydroélectriques incapables de produire le moindre mégawatt, la création de la Sonatrel pour transporter une énergie qui n'existe pas, la réacquisition des néos par le gouvernement va-t-elle mettre fin à toute la pagaille d'incertitude qu'on observe dans ce secteur? La question vaut bien la peine. Dans un contexte où l'État est déjà lui-même le premier à ne pas honorer ses engagements de factures impayées à des dizaines de milliards de francs CFA, très peu enclin aussi à assurer la maintenance des équipements. Le nouveau top management fera-t-il des néos une exception dans l'entretien de son outil de production? Nourri à la mamelle de l'État, le surendettement ne va-t-il pas définitivement asphyxier la société de distribution de l'énergie électrique, comme toutes les autres entreprises publiques, Camtel, Camerco, devenues des gouffres de l'argent public, et en même temps des centres de recasement des projets enfants sans compétences, tous des protégés des hauts commis de l'État, membres du gouvernement, autres fonctionnaires de la République et puissants hommes d'affaires. L'un des chantiers les plus attendus, c'est la désignation des dirigeants des Néo-New Look. Sur la base de quels critères et profils seront-ils choisis quand la plupart des entreprises publiques ont à leur tête des administrateurs civils et non des technocrates, qui généralement font piquer du nez toutes ces entreprises? L'option de l'appel à candidature dans le choix du top management se fera-t-il comme ce fut le cas avec notre compatriote Ernest Dikoum, appelé de toute urgence de la prestigieuse compagnie aérienne Emirates Airways pour venir sauver la Camerco? Et résultat des courses, ce brillant manager ne put sortir l'étoile du Cameroun de sa zone de forte turbulence en raison des habitudes très camerounaises, sans le moindre respect pour la protection et la sauvegarde du bien public. Eneo a donc été renationalisé. L'État instaurera-t-il un retour à l'orthodoxie en devenant solvable dans ses engagements, tout en étant impartial dans le choix des personnels sur la base du mérite et les objectifs de performance? Et on en parle justement avec nos invités ce soir. Désiré Nancy est avec nous. Bonsoir Désiré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir madame. Désiré Nancy, vous êtes ingénieur, expert en génie électrique, adjoint au maire de la commune de Bana. Aloïs Onana est également avec nous ce soir. Aloïs Onana, journaliste économique. Bonsoir Aloïs. Bonsoir Claude. On parle donc ce soir de la renationalisation d'Eneo, l'État du Cameroun qui a racheté les parts d'Actis à hauteur de 78 milliards de francs CFA, 51% des parts d'Actis. Donc l'État est donc propriétaire d'Eneo à 95%, soit 5% réservés aux employés. Une bonne nouvelle, selon vous, Désiré Nancy? Oui, bonsoir. Bonsoir aux différents Par ici, téléspectateurs. c'est mieux. Je crois que nous sommes là aujourd'hui pour parler de cette décision-là. Personnellement, je ne peux pas vous dire que c'est une bonne nouvelle, hein, mais il fallait que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'idée de la privatisation date des années 90. Le Cameroun, sous l'impulsion des bailleurs de fonds, avait donc l'obligation de privatiser un certain nombre de structures publiques. C'était même une obligation, ce n'était pas un choix. Et Sonel, pour ce qui nous concerne, faisait partie de ces entreprises-là. Donc, je veux dire que il se trouve qu'entre l'idée de privatiser et la privatisation elle-même, il s'est passé quelques années. C'est-à-dire que la privatisation de la Sonel a été effective en 2001. Et malheureusement, pendant cette période, où la Sonel devait être privatisée, on avait arrêté presque tous les investissements. Et il se trouve que, parce que c'était des années assez difficiles,
les caisses de la SONEL ont même été un peu utilisées par le Trésor public. Donc, quand la SONEL est privatisée, la structure est suffisamment dégradée déjà, parce que pendant presque 5 ans, on avait arrêté tout investissement, parce que cette histoire, je le maîtrise très bien, parce qu'à l'époque, dans les années 1993, je venais de finir mes études d'ingénieur en Allemagne. Après mes études d'ingénieur en Allemagne, je suis allé en France, où j'ai fait un master spécialisé parrainé par EDF. L'idée pour moi à l'époque, c'était de retourner à la SONEL. Donc quand je termine ce programme de master, j'ai dû même passer un séjour à l'international EDF et les recrutements étaient gelés ici à la SONEL à l'époque. Donc vraiment, pendant au moins 5 ans, plus rien ne fonctionnait ici et la situation s'est beaucoup dégradée. Et il se trouve que les entreprises, il y avait EDF, Hydro-Québec, qui étaient des entreprises qui connaissaient très bien l'environnement de la SONEL à l'époque et qui étaient mieux placées pour reprendre la SONEL. Or, ces entreprises, ayant senti que l'environnement n'était plus bon, ont désisté. Voilà comment on tombe à tout hasard sur les Américains de AES Sirocco. Parce que c'est des Américains, on a l'impression qu'ils ont la baguette magique pour transformer la situation. Quand AES Sirocco arrive ici, ils se rendent compte que la situation sur le terrain n'était pas la même que le cahier de charges qui avait servi de privatisation. C'est déjà à ce moment-là que les choses commencent à se passer mal. C'est-à-dire qu'en fait, l'État perd un peu la main. Parce que la situation qui avait servi de négociation n'était pas la situation réelle sur le terrain. Donc, ça a commencé, surtout qu'AES Sirocco, ce n'était pas une entreprise vraiment qui avait même une expérience suffisante dans le domaine de l'énergie. C'est après AES qu'est venu Actis? Oui, c'est après eux. C'est eux qui ont cédé à Actis. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils avaient un contrat qui courait jusqu'en 2021. En 2014, ils se rendent compte que la situation paraît déjà très, très compliquée. Ils décident de partir. Et à l'époque, ils saisissent l'État du Cameroun pour leur dire, écoutez, moi je vais partir. Malheureusement, il y avait un contrat, une réaction du Cameroun qu'on attendait sur 90 jours qui n'a pas eu lieu. Et c'est AES qui va chercher Actis. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui va chercher Actis. C'est AES qui va chercher Actis. Donc du coup, on continue et il se trouve que même Actis arrivé... ne satisfait pas. Ne satisfait pas. En 2021, même Actis pense que ce n'est pas bon, il faut qu'on parte. Parce que le départ de Actis, ce qui s'est passé hier, là, ça ne date pas d'hier, hein. C'est une négociation qui date depuis plusieurs années. Donc du coup, aujourd'hui, l'État était obligé de reprendre les choses en main, parce que même Actis avait décidé de partir. Voilà un peu, très rapidement, l'historique. Voilà. Mais Aloïs Onana, ce qui intéresse davantage les Camerounais après une information comme celle-là, c'est ce qui change. D'accord, l'État redevient entièrement gestionnaire de Eneo, mais quel impact ça aura sur la situation des Camerounais, les ménages, l'approvisionnement, la distribution, ainsi de suite? Rapidement, je dirais que si on est nationaliste, on pourrait dès ce soir ou dès aujourd'hui commencer à aller boire une bière au quartier en se disant « Ah ben tiens, nous sommes désormais devenus propriétaires de notre énergie électrique ». Mais sauf que lorsque vous avez quelques éléments factuels chiffrés du secteur et du comportement des principaux consommateurs, vous comprenez que l'État hérite de quelque chose qui pourrait franchement nous coûter très cher si le management de manière globale n'est pas changé. Or, lorsqu'on regarde un peu la structuration actuelle et les aveux d'hier, nous avons reçu à Économie du Cameroun.info, notre journal que nous animons, lorsqu'on a reçu le communiqué qui annonçait cette session, eh bien, il y a des éléments qui viennent du MINE, de l'une des Somba, qui font comprendre qu'en fait, l'État hérite, j'ai failli dire d'un morné, ou alors de quelque chose d'assez pourri. Parce que l'entreprise est très endettée. L'entreprise est très endettée. En dehors avant de parler de l'endettement,
Prenons un peu quelques éléments. Là, nous sommes en 2021 et NEO fait un communiqué pour déplorer des factures impayées. Et là, le communiqué... Par l'État du Cameroun. Exact. Mais dans les noms qui sont mis à l'index, vous avez Alucam qui devait à l'époque 17 milliards à NEO. L'Assemblée nationale plus la CRTV sont à 1 milliard 676 millions. La Sonara, à elle seule, elle a 558 milliards de dettes. Camot, 19 milliards. Camtel, 1 milliard 126 millions. Il y avait également dans ces listes-là des hôpitaux, des universités, des gens qui consomment goulûment, gaiement, mais lorsqu'il faut s'agir de payer, ils freinent des quatre fers. C'est ce genre de comportement qui pousse donc aujourd'hui Actis à partir. Pourquoi? Revenons sur un autre élément. Globelec, qui fait partie de manière, il faut dire indirecte, d'Actis. Je vous souviens qu'en 2023, on a failli passer les fêtes de Noël sans énergie. Il a fallu donc que Globelec, dans sa magnanimité, produise un communiqué pour dire, écoutez, comme les fêtes approchent, je vais vous laisser l'énergie pour quelques jours. Et si le 27 décembre, on n'est pas payé, il réclamait 115 milliards à l'État. Donc, il disait, si la dette n'est pas payée, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, on va une fois de plus vous sectionner l'énergie électrique. Donc, c'est cette récurrence d'endettement et de retard de paiement qui, ma foi, pousse Actis aujourd'hui à partir. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a encore quand même 5 ans, n'est-ce pas, devant nous, dans leur concession. Ils auraient dû continuer. Donc, on peut dire que les raisons qui les poussent aujourd'hui à partir, c'est qu'ils sont un peu exaspérés des retards de paiement. Donc, pour apporter une petite précision, ce n'est pas l'État qui décide de récupérer les parts d'Actis, c'est Actis qui exprime son besoin de partir. Parce que justement, il est dépassé ou alors déçu par notre méthode de gérer. Et donc, est-ce que l'impact, demain, la question que vous me posiez, alors quel peut être l'impact? Je vois beaucoup plus ici un risque d'indisponibilité du courant, puisque forcément, l'État continuera soit à faire ami-ami avec les gens qui ne payent pas, c'est-à-dire ces hôpitaux, c'est-à-dire ces entreprises comme la Sonara, comme Alucam, comme tout cela, la liste est bien connue, les gens qui consomment goulûment et qui ne payent pas. Dans le communiqué du MINE d'hier, il ressort un élément également intéressant, c'est que Actis paie mensuellement 60 milliards de francs CFA. La fraude y est indexée à 15%. Vous comprenez cela. 15%, 60 milliards par mois. Fois 12 mois, vous avez 721 milliards comme ça qui sont perdus dans la fraude. Dans cette fraude-là, je pense qu'il faut revoir ici davantage ceux-là qui ne payent pas. Parce que un temps, nous travaillions avec Eneo sur la question de la fraude. Et il y avait un élément qui nous avait retenu, c'était les barons de la fraude. Les barons de la fraude, ces barons-là sont ceux-là qui sont dans nos quartiers. Ce qu'on appelle généralement sont loulous dans nos quartiers, c'est-à-dire un privé qui, par ses méthodes que lui seul maîtrise, réussit à distribuer du courant au voisinage. Et les branchements illégaux. Justement, c'est donc eux que Néo appelait les barons, qu'il appelle les barons de la fraude. Et ces barons-là, pour l'année 2023-2024, c'était au moins 600 qui étaient déjà remis entre les mains de la justice. Donc, ils sont très nombreux. Ça, c'est un élément. L'autre élément qui aurait pu décourager Actis, c'est cette opacité au niveau des clients. Ils sont au moins 5000 qui ne sont pas répertoriés par Actis, mais qui consomment mensuellement l'énergie et qui ne payent pas. Et donc, il y a un ensemble, un océan de mots avec X qui ont poussé certainement Actis à se dire, écoutez, pourquoi est-ce qu'on va continuer à courir après des gens qui ne payent pas, mais qui veulent que nous continuions à être là. Donc, je crains donc que, ayant fait ce tableau noir qui met à l'index d'un côté des petits consommateurs, que j'appellerais peut-être des mouches ou des moustiques, mais de l'autre côté des tigres, c'est-à-dire ces grandes entreprises-là qui consomment et qui ne payent pas, il faudra donc trouver un remède de cheval. Que l'État, le MINE parlait hier que chacun paye ce qu'il consomme. Et donc, aujourd'hui, il faut parler avec autorité, sinon avec autorité et même violence à ceux-là qui ne payent pas. Et donc, la question, c'est est-ce que l'État est en mesure d'essayer une planche sur laquelle lui-même il est assis? Là, la question répond justement par la négative. Je prends un cas.
il ne sait pas si je vais trahir un secret. Un jour, j'échange avec, bon, je n'ai pas dû donner son nom, il était quand même un ancien DG de Tradex. Et puis, il est quand même surpris par son éviction. Alors, je lui demande, mais est-ce que vous attendez l'éviction? Il me dit non, en fait, l'éviction même m'a surpris en vérité. Je ne m'y attendais pas. Mais lorsque, quelques temps plus tard, je tombe sur un article de Jeune Afrique qui revient un peu sur la situation, il se passe que Tradex livrait beaucoup de carburant à l'énergie électrique et on ne payait pas. Et le DG en question s'était mis en colère. Il a même, je pense qu'il a voulu porter plainte. La conséquence a été qu'on s'est fâché et il a été viré. Donc, quand l'État arrive là, est-ce qu'il sera en mesure de déployer le bâton, n'est-ce pas, vis-à-vis de ceux-là qui consomment l'énergie et qui ne payent pas? Pour que c'est démembrement même. C'est propre démembrement parce que alors, la question, vous devez rester sur votre question, le risque aujourd'hui c'est que deux choses, soit qu'on ait une ardoise encore élevée, surélevée, soit qu'on ait par extraordinaire un État qui va se réveiller comme un lion et qui dira, bon, désormais, quiconque consomme mon énergie doit la payer. Et là, c'est une révolution copernicienne qui est difficile encore à admettre. Avec tous ces paramètres que vous avez répertoriés, Aloïs Onana, on a vu depuis l'annonce de ce rachat beaucoup de réactions des cadres du gouvernement et tout le reste qui se félicitaient de cette renationalisation des néos. Certains ont même parlé d'économie, parce qu'on partait d'un contrat de près de 120 milliards de francs CFA à 78 milliards de francs CFA. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir quand on sait que le Cameroun hérite d'une entreprise super endettée? Peut-être les Camerounais ne sont pas au bout de leur souffrance. Michel Michaud-Moussala, bonsoir. Bonsoir Claude, bonsoir à mes co-discutants de ce soir. Excusez-moi, parce que bien parti 1 heure du temps pour honorer mon rendez-vous de 19h30. Je vous avoue qu'il y a des embouteillages à quoi infernal. J'ai pris vraiment des raccourcis pour y arriver. Votre question, elle est celle pour savoir si les Camerounais de tous bords, leur assentiment suite à cette renationalisation de notre entreprise. Il faut déjà partir du fait que c'est en 1995 qu'à l'insistance des bailleurs de fonds qui avaient estimé, la Banque mondiale ainsi que le FMI, qui avaient estimé que dans d'autres États, surtout d'Afrique francophone, qu'on pense aux entreprises à les privatiser. Ceci, à son temps, je m'étais posé bien des questions s'il y a des économistes au Cameroun. Parce qu'en 1995, la Sonel, Intelcam, ainsi que la SNEC sont privatisés et nous nous posions bien des questions. Vous savez ce qu'on appelle des entreprises de souveraineté. Il y a des ministères de souveraineté, il y a des entreprises de souveraineté. À son temps, vous posez bien il faut bien qu'on se pose des questions. À quel prix a-t-on privatisé ces entreprises? J'ai le document de référence. À son temps, l'État du Cameroun a cédé ces entreprises à un franc symbolique. Ça veut dire que l'entreprise ne représentait rien. Voilà ce que veut dire pour moi un franc symbolique. J'attends que les économistes m'apportent un démenti. Et ça a été pareil pour bien d'autres entreprises. Mais la question que je pose, entre cette section privatisée de la Sonel, qu'est-ce que ça nous a donné pour qu'on en soit à venir y acheter, selon le communiqué de M. le ministre, à 77 milliards de francs ou à 70 milliards de francs? Qu'est-ce que ça a apporté? Il fallait tout simplement prendre les chiffres. Vous voyez, l'État se réinvestit en créant des démembrements de la Sonel quand on la reprend en privatisation. On a créé la Sonatrel et le vice et la ruse de ceux qui ont racheté la Sonel à son temps, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient que s'occuper du côté commercial. Le transport énergétique devait se faire par la Sonatrel. Et Dieu seul sait quelles sont les belles têtes, tous ces ingénieurs que la Sonel avait à son temps. L'État n'a fait que perdre dans les privatisations qui a implémenté même à son temps. Ça remonte de M. Marafa, qui était secrétaire général de la présidence et qui avait qualité à privatiser les entreprises d'État. Quand on rentre dans le bilan
C'est ça qui me paraît être important. Qu'est-ce que ces privatisations ont apporté dans le contexte de survie des Camerounais? Au contraire, le coût, quand ils reprennent, ils augmentent le coût du kilowatt en électricité. Ils augmentent le coût de l'eau. Ils augmentent tout. Tout est à leur faveur. Comment comprendre que l'État n'a pas pu voir? Bon, il y avait la privatisation ne nous a pas toujours souri. Pas du tout. Si vous faites un ensemble, puisque en 1999, Simancam suit, la SCDP suit, la BISEC s'en suit, ça c'est en 1999. La chute, c'est en 2020 avec Camtel Mobile. Vous verrez bien que l'opérationnalité, comme si nous n'avions pas des intelligences sur le plan économique pour essayer de voir exactement si ces entreprises mises en place ont généré un intérêt ou ce qui a été de défaillance pour le Cameroun. En ce qui concerne, par exemple, si je prends le cas de la régie qui a été privatisée, mais le Cameroun a sombré. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, tout le monde implémente une politique de faire passer les villes à travers les trains. Mais vous verrez qu'au Cameroun, quand on privatise Cabraï, la ligne Banga-Kumba saute, la ligne Douala-Konsamba saute, et après ça, il n'y a aucune voie ferrée qui a été implémentée depuis la privatisation. Si vous prenez Eneyo, dites-nous les nouvelles couches, sauf depuis 30 ans. Moi, je suis né à Douala, mais je suis Mbamoua. Mais même les derniers poteaux électriques, il y a 30 ans, étaient faits en béton. Mais les politiques sont venus, on a commencé à implanter les eucalyptus dans les villages et les poteaux tombent toutes les 5 minutes. Mais après, on est revenu au béton. Maintenant, il y a un an qu'on a compris qu'il faut revenir au béton. Les gens sont venus vous dire que... Et on revient progressivement au béton. On revient. Mais Claude, est-ce que ça empêche que nous disions la sentence qui est celle de... Quand on vous dit qu'on a mis l'électricité dans un village, on vous fait passer les poteaux en bois. Mais 6 mois après, ces poteaux en bois sont complètement par terre parce qu'ils finissent par pourrir. Donc je disais tantôt que Eneyo, dans sa privatisation, la SONED dans sa privatisation, n'a pas tenu un contexte sociopolitique pour lequel on devait implémenter nos approches. Donc, en réalité, l'État donne 70 milliards aux gens qui se sont fait du beurre sur une entreprise depuis pratiquement la privatisation. 1 franc symbolique quand on le leur cède. 1 franc symbolique pour Canwater. 1 franc symbolique pour la régie. 1 franc symbolique pour la Socapal. Justement, sur les objectifs non atteints d'Eneo, c'est la question que je voulais adresser à Désiré Nancy. On le dit, tout le monde le sait. Eneo n'a pas respecté son cahier de charge, n'a pas atteint ses objectifs. Aujourd'hui, Actis s'en va. N'est-ce pas un peu trop facile? Moi, je crois que si on est là aujourd'hui, si cette décision a été prise, c'est que la privatisation n'a pas marché. Et si on est réunis ici aujourd'hui, c'est voir comment les choses peuvent aller mieux. L'État n'avait autre choix que de reprendre les actions de Actis. Il n'y avait pas un autre choix. Parce que je ne pense même pas qu'on aurait même pu trouver un autre bailleur qui était prêt à reprendre ces Actis. Donc l'État avait cette obligation. Et il faut savoir que, comme il a dit, c'est de la stratégie, c'est des entreprises stratégiques, c'est des entreprises très très importantes pour le secteur. Donc il est important que l'État reprenne la main. Parce que je peux vous dire, l'État n'avait plus de visibilité dans tout ce qui se passait. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est focalisé sur Eneo. C'est tout le secteur qui allait très mal. Hein. C'est-à-dire que tous les acteurs du secteur, il y a des problèmes financiers partout. Donc, il était important que l'État reprenne les actions J'ai vécu des scènes, hein, vraiment pour vous dire que l'État, vous avez soulevé mars 2023 avec Globelec. L'État était même ridicule parfois. L'État, je dis l'État, avait perdu sa souveraineté. C'est-à-dire qu'une entreprise comme Globelec se lève du jour au lendemain, décide de tout arrêter à 24 heures. Le lendemain, l'État rentre en négociation
ils acceptent encore de démarrer pendant une semaine. Une semaine après, ils arrêtent tout. Non, c'était quand même incroyable. Il était important que l'État reprenne les choses en main. Sauf que c'est une situation assez délicate. Il faut très rapidement que l'État mette sur pied, qu'on prenne des décisions fortes. Les gens ont parlé ces derniers jours, ont entendu parler ces derniers jours de Nachtigal. Le fameux 10 milliards. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. C'était connu. C'est-à-dire que quand on parle même de 10 milliards, c'est plus de 10 milliards, hein, mais comme le milliard est facile au Cameroun aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au lieu de 13-14 milliards, on arrondit ça à 10 milliards. C'est des décisions qui ont été prises. C'est des contrats. Il faut savoir que tous ces gens qui viennent là, que ce soit AES, que ce soit Actis, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Ils viennent ici pour se faire de l'argent. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ne viennent pas nous caresser. Donc aujourd'hui, il est question que l'État reprenne les choses en main, qu'une nouvelle orientation forte et très rapidement soit mise sur pied pour essayer de remettre tout le système, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, hein, ça c'est pas isolé. La seule difficulté, c'est que Eneo, c'est l'unicité de caisse, parce que toute la caisse du système énergétique, là, c'est à Eneo. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Quand vous parlez, par exemple, de Globelec, il y a Actis qui était derrière Globelec. C'est-à-dire qu'on demande de payer les factures de Actis, de payer les factures de Globelec. C'est normal que la priorité, que Eneo mette en priorité Globelec. Aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. On a des gars de AES, de EDF, qui sont autour de Eneo au jour d'aujourd'hui. Et Nachtigal, c'est qui? C'est EDF. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il faut être capable de casser tout ça. Mais le défi sera actuellement, ce sera surtout sur la gestion de cette entreprise-là. Par quoi le gouvernement ou alors la nouvelle équipe qui sera désignée dans les prochains jours devrait commencer? Non, je pense que le champ est très très important. Hein. Le champ est très très important. C'est-à-dire que quand on vous parle j'ai entendu parler des pertes, des fraudes et tout ça, mais je vais vous dire que ça, c'est pas ça le plus important dans ce dossier-là. Eneo, il y a 3 ans, avait mis sur pied toute une direction de lutte contre la fraude. Ils avaient appelé ça direction PNT, perte non technique. Ils ont mis beaucoup de moyens, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Ce n'est pas là le véritable goulot d'étranglement. Hein. Même les factures dont vous parlez là, c'est rien du tout ça. Moi, je veux dire, non, ce n'est pas ça le véritable problème. Les enjeux sont ailleurs. Quand vous parlez, par exemple, de Nachtigal, là, ça, c'est les enjeux. Ce genre de contrat, ça, c'est les enjeux. Bientôt, il y aura Kikok. C'est les mêmes contrats. Ça, c'est les gros enjeux. C'est là où il faut travailler profondément. Vous avez parlé de Sonatrel. Vous ne pouvez pas comprendre le rôle de Sonatrel dans le système. Sonatrel fait le transport, mais il faut savoir que dans la gestion du flux énergétique, là, ça revient à Sonatrel. C'est une structure très très technique. Il faut trouver des hommes qui ont de la connaissance. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Quand on parle du directeur général, je n'ai rien contre lui. Hein. Le directeur général de Sonatrel, c'est un administrateur civil, mais je peux vous dire que Sonatrel, c'est une structure purement technique. Il faut trouver des compétences. Je veux dire des compétences techniques qui vont faire ce boulot-là. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut mettre en place. Hein. Donc, je vais m'arrêter là. À l'époque, on est obligé de parler de l'époque. À l'époque d'Actis, avec Eneo, lorsqu'il y avait un problème dans les ménages, on s'adressait directement à Eneo qui accusait Sonatrel, ainsi de suite. Ça allait un peu dans tous les sens. Maintenant que l'État a repris les commandes, est-ce que ça marque la fin du flou qu'il y a entre celui qui produit l'énergie, celui qui le transporte, celui qui le distribue? Votre question est une question essuie-glace qui touche au moins sur des secteurs importants, autant la production que le transport.
Et actuellement, le problème pour le cas de Nachtegaal qu'évoquait M. Nancy, c'est que lorsque vous lisez des arguments avancés par des acteurs du milieu, ils vous disent ce qui fait que Nachtegaal, malgré les 10 milliards qui sont payés, le problème réside au niveau des litiges fonciers. Les gens ont construit des entreprises sur le canal. Ça, c'est l'argument officiel. Ce qui fait que depuis bientôt 1 an que Nachtegaal existe, on a de la peine à consommer ce que Nachtegaal produit. Nachtegaal, j'ai lu le communiqué de vendredi dernier, il dit mais attendez, je suis à 100% fonctionnel, l'énergie elle est disponible et le seul problème c'est le transport. Et donc là on a envie de se demander mais où est donc passer la Sonatrach. Je pense que les enjeux sont justement importants et devraient être réglés par le choix des hommes. D'abord par la volonté du gouvernement. Il lui revient d'avoir la volonté de voir s'opérer dans le secteur un changement radical. Un changement radical qui ira de la paye des factures. Je ne voudrais pas qu'on néglige un peu. Lorsque vous faites, Néo vous dit je paie 60 milliards par mois et que vous faites ça par 12, quand même on est à quoi, 720 milliards quand même. Ce n'est pas négligé. Ce n'est pas petit. Et vous avez bien dit que lorsqu'ils viennent, leur souci majeur, vous parlez là de la consommation domestique ou les consommations industrielles? Il parle de la consommation industrielle. Lorsque vous parlez de Sonatrach, il y a 558 milliards. Il n'y a aucun ménage qui soit en mesure de consommer 558 milliards. Encore moins comme la l'UQAM qui consomme 17 milliards. Donc c'est impossible. Donc c'est davantage de consommation industrielle. Alors, il revient donc à l'État aujourd'hui de parler avec efficacité. Je parlais au moins avec même violence à ce genre-là que mais vous me devez beaucoup d'argent, il faut payer. Si vous ne payez pas, il faut prendre ces mesures-là. Soit vous vous alimentez au solaire, avec ce que cela comporte comme limite, soit vous payez ce que je vous demande de payer. D'où vient-il que l'État aujourd'hui nous dise écoutez, je suis en train d'hériter de quelque chose qui a quand même quelques problèmes. Mais lorsque vous l'écoutez, il relativise un peu. Il vous dit j'ai de la peine à collecter des recettes. Ça, c'est des arguments du minier. Les recettes sont faiblement collectées. On a de la peine à payer aux producteurs indépendants, que sont KPDC, DPDC, Nachtegaal, Sonatrach. Ça, c'est des arguments qu'avance le minier. Et il vous dit donc, bon, comme nous avons de la peine à payer leur argent, mieux vaut donc qu'on reprenne la gestion. La question, c'est qu'est-ce que, d'accord, vous reprenez. Nous, on est content, c'est un domaine de souveraineté, on est content que ça soit revenu. Qu'est-ce que vous allez apporter, qu'est-ce que vous allez changer? Alors, qu'est-ce que vous allez changer? Et là, ils vont faire des campagnes pour demander aux gens que chacun paye ce qu'il consomme. Ce qui est un peu en contradiction avec la SD30. J'ai lu tout un chapitre dans ce document-là qui dit que logiquement, il est prévu de subventionner des ménages, les aider à avoir accès au compteur et payer. Ah, mais qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? Qu'on leur demande que chacun consomme ce qu'il paye. Donc je crois qu'en fait, on pourra oublier les subventions, mais davantage demander à ce que tout le monde paye. Ça, c'est quelque chose de positif. Mais c'est positif au niveau de l'idée. Lorsqu'on sait pertinemment que ce qui a fait l'un des problèmes de la Camer, c'est que les gens voyageaient et ne payaient pas. Parce que vous savez à qui vous avez affaire, ils voyagent. Les fonctionnaires et cadres d'entreprise, aujourd'hui, il faut justement, préciser. donc il ne sera pas... Je crains que l'engouement ou la joie de Gaston Elou ne soit électrocuté par le système dans lequel lui-même il est carrément impliqué. Donc, peut-être que demain, ceux qui seront appelés à subir les changements, ça pourrait être davantage le bas peuple, qui se plaint déjà du coût de l'énergie électrique. On se plaint du coût. Pendant qu'on se plaint du coût, il y a des communiqués tambour battant qui sont faits tambour battant en disant écoutez, nous sommes prêts désormais à exporter l'énergie. Les Camerounais vous disent écoutez, avant d'exporter l'énergie, il faudrait vous rassurer que localement, vous êtes en mesure de répondre à la demande locale. Et là encore, il y a des interrogations. Il vous souvient qu'en 2021-2022, le même minier est arrivé au GECAM. Au GECAM, à l'époque, c'était le GECAM. Pour dire au patron, écoutez, bon voilà, nous avons des difficultés à vous alimenter en énergie électrique. Ce qu'on vous suggère de faire, c'est de débrancher une partie de vos moteurs, de vos appareils, pour qu'on soit en mesure d'alimenter au moins les ménages. Vous comprenez un peu la dichotomie qu'il y a entre un pays qui est richement fourni en ressources énergétiques et le management qui est en place. Et je pense quand même qu'ici, la solution pour résider, comme je le disais à l'entame,
au moins 2 choses. La volonté déjà de changer et maintenant le choix des hommes. Les hommes. Les hommes, il y en a. Il y en a. Je me souviens que lorsque la CNPS à l'époque allait très mal, celui qui allait redonner du sourire aux gens là-bas, c'était un certain Mortazeux. Lorsque le PAD allait mal et qu'on avait des DG là-bas, il y en a un qui avait fui par des moyens vraiment rocambolesques, et qu'on a vu arriver un certain Cyrus Ngor, on voit comment le pauvre va aujourd'hui. En fait, je voudrais dire que ce n'est pas le choix des personnes qui peut faire problème. Ou du moins, ce n'est pas la ressource qui peut faire problème. Mais c'est la capacité à détecter l'oiseau rare et de le laisser agir efficacement. C'est-à-dire que si quelqu'un ne paye pas, qu'il soit en mesure de vous dire, écoutez, comme vous ne pouvez pas payer, je vous suggère tranquillement de débrancher vos appareils et chercher votre moyen de vous alimenter. Mais si nous continuons avec la tolérance administrative, eh bien, je crains que notre joie ne soit de courte durée. Après le choix des hommes, le plus urgent, peut-être, vous me direz le contraire, Michel Michaud-Moussala, ce sera peut-être d'éponger la dette des néos pour relancer effectivement ces activités. D'où viendra cet argent-là pour que cette entreprise arrive à se relever? Est-ce qu'elle fera le porte-à-porte tel que ça a été annoncé en demandant aux uns et aux autres de payer les factures? Et elle collectera combien à peu près pour permettre à l'entreprise de redevenir cette structure de souveraineté, bien que ça n'ait pas changé en tout cas? Claude, je m'interroge sur cette politique d'approche que nous voulions nous faire, parce que j'ai écouté Onana tout à l'heure prendre, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir si c'est la consommation ménagère qui fait problème. Là, il faut se poser des questions. Il y a quelques années, on n'avait que Son Loulou au Cameroun. Pendant que les pays célèbrent 100 ans d'obtention énergétique sans arrêt de 30 minutes, on en est à nous poser bien des questions. On avait Son Loulou, on avait une stabilité énergétique. Maintenant, on nous a parlé d'une flopée des structures. Tout à l'heure, vous avez cité des structures de production. Ça veut dire que les gens n'ont pas pensé le futur. Est-ce qu'il n'y avait pas à son temps à l'UQAM? Est-ce qu'il n'y avait pas des industries? S'il y a une démographie galopante au Cameroun, on n'a pas implémenté les politiques pour pouvoir dire que l'Ouest a peut-être à son temps été, il y a des zones de l'Ouest qui n'ont pas été servies par l'électricité, dans l'Ombam, à l'Est, partout. Il fallait mettre en place des politiques qui prennent en compte la démographie du Cameroun. Parce qu'on a l'impression que nous sommes surpris par la démographie. On est surpris par la création de nos régions et de nos villes. Qu'on cesse de nous donner l'impression qu'il y avait à l'époque des hommes. Il y avait des hommes qui ont dirigé. Donc, mais ça n'a pas marché. Écoutez, vous demandez qu'on prendra l'assiette et demander le monde pour qu'on rembourse, qu'on paye les factures des néos. Non, tout ça, est-ce que nous sommes les premiers? Nous ne sommes pas les premiers, on ne fabrique pas le fil à couper du beurre ici. Vous voyez que dans tous les autres États, ça marche bien. Il n'y a que l'art d'imiter. Les règles de jeu, si elles sont bien établies, chacun saurait en quoi s'en tenir. Tous, nous savions tous que si vous taquinez un joueur par le derrière, c'est un carton rouge. Mais il faut savoir d'où c'est parti. En réalité, c'est encore l'esbrouf. Cette renationalisation des néos. L'État sort 77 milliards parce qu'à l'entame, on n'a pas publié le cahier de charges des privatisations des entreprises. Nous demandions ça comme journalistes à son temps. Vous voulez vendre une entreprise, vous voulez la privatiser. Qu'est-ce qu'elle représente pour ceux qui viennent la racheter? La privatisation n'a jamais été publique, demandée à n'importe qui. Et à l'époque, nous aurions souhaité qu'on dise que voici ce que vaut Eneo au moment où la Sonel, au moment où nous la privatisons. Voici ce que représente la Socapalm au moment où nous la privatisons. Si ça nécessitait que, effectivement, écoutez, même l'actionnariat privé-public au Cameroun pouvait se réinvestir et réacheter des entreprises dont on a mis en privatisation. C'est ça le problème. Parce que on est tombé sur le coup d'une espèce de pression extérieure. Il y a eu un mauvais départ. Il y a eu un très mauvais départ, il faut qu'on le dise aux Camerounais. Aujourd'hui, nous ne pouvions que subir ce que nous subissions là. En réalité, on vient vous dire qu'un conseil d'administration s'est tenu. Qu'est-ce que Actis laisse
Qu'est-ce que Actis laisse comme pour qu'on leur donne, on arrive à leur payer maintenant 77 milliards, comme si, qu'est-ce que Actis laisse? Qu'est-ce qu'ils ont innové? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? C'est des questions qu'il faut bien se poser. Moi, je ne suis pas dans la précipitation d'acceptation que oui, on a privatisé, on a repris. Bravo à l'État. Bravo à l'État. Moi, je ne suis pas là pour dire ça. Au contraire, c'est l'occasion pour nous de se poser bien des questions. Savoir exactement et pourquoi l'État du Cameroun, les politiques du Cameroun ne se penchent pas à une certaine transparence. Parce qu'aujourd'hui, si vous venez à réacheter le port de Douala, vous voyez que c'est DIT qui gérait le port de Douala. Et de l'autre côté, ceux qui ont pris à son temps ces entreprises n'étaient pas bêtes. Ils savaient ce qu'ils venaient faire au Cameroun. Ceux qui ont repris Camraï, ils savaient bien que Bolloré commence à sortir son bois au Congo. Il avait besoin du train. Et comment est-ce que l'État du Cameroun, jusqu'aujourd'hui, continue à subventionner, à verser une subvention à Camraï? Ça ne s'explique pas. Pour quelqu'un qui n'a pas investi un seul kilomètre au Cameroun, on continue à donner une subvention en milliards à Camraï parce qu'il fallait remettre le train des passagers en route sur le rail pour qu'on desserve Douala, Yaoundé, peut-être l'Est, Ngandéré. Voilà tout. Et effectivement, les politiques qui voulaient bien que ces matières premières qui viennent de l'Est, qui viennent du Congo, de la RCA et du Gabon, passent tranquillement. Et il a pris sciemment ce côté du poule qui n'avait aucun problème. Je vous ai dit tantôt qu'il est inexplicable qu'on nous dise que vous prenez une structure. Au lieu de la faire grandir, vous annulez des voies qui nous desservaient Douala Komba, Douala Konsamba. Nous, on croyait que Konsamba partirait pour Bafoussam. Après, Bafoussam passerait par Ndiki tranquillement et ça viendrait à desservir les Camerounais. Le scandale ici, c'est ça. Cette opacité qu'on a faite, cette mafia qu'on a gardée depuis 1995 sur les privatisations des entreprises. Quand on reprenne toutes ces entreprises aujourd'hui, c'est bien. Mais qu'on se pose bien des questions, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que les acteurs de cette époque savent eux-mêmes le jeu qui s'était opéré, parce que je suis sur votre plateau, il y a des choses que je ne pourrais pas dire pour des raisons de décence. Mais c'était une véritable nébuleuse qu'on avait créée pour perdre ces entreprises. Les gens, certains acteurs de cette époque sont encore vivants et ils savent comment ils se sont bourrés les poches en termes de privatisation au Cameroun. Dans son ambition, l'État veut redynamiser de manière générale le secteur de l'énergie au Cameroun. Je vous adresse la question parce que c'est votre domaine, Désiré Nancy. Tout à l'heure, je demandais à Michel Michaud-Moussala comment l'État va procéder en obtenant une entreprise qui est super endettée. Est-ce que ça implique l'augmentation du coût de l'électricité pour que l'État arrive à s'en sortir avec une entreprise comme celle-là? Ou alors à quoi on devrait s'attendre? Oui, moi je crois que je vais revenir un peu sur les termes de M. Onana, qui pour moi défend beaucoup Eneo. Je rigole un peu. Vous vous êtes focalisé sur la dette. Je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près à 800 milliards, c'est ce que j'ai appris. Je peux vous dire que c'est une dette cumulée. Ce n'est pas que, je veux dire, la dette de l'État vis-à-vis qui représente les 800 millions de francs. C'est-à-dire qu'il y a les fournisseurs qui n'ont pas été payés, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas été payés. Je veux dire que ce n'est pas seulement la dette de l'État vis-à-vis qui représente 200 millions. Et je peux vous dire, même quand vous faites l'analyse de ces dettes-là, il y a des mauvaises dettes. Vous m'avez compris? Parfaitement. Je suis maire. Je peux vous parler de l'éclairage public. Sur le volet éclairage public, nous l'avons même dénoncé. Et Néo a fait des abus. Je mesure mes propos et je dis parce que je l'ai dénoncé. Exact. Les factures éclairage public que Eneo a envoyées à l'État ne sont pas justes, c'est faux. Comment ça? Oui. C'est des abus. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je parle, les gens m'écoutent. Même les gars d'Eneo me connaissent. J'ai dénoncé. Quand vous allez maintenant dans la partie facture, énergie, secteur public, je parle des secteurs publics sans parler des entreprises autour du secteur public. Même là aussi, je crois qu'on aurait pu faire beaucoup de choses. Même l'État a laissé passer beaucoup de choses. Nous avons, il y a plus de 10 ans, nous avons proposé des solutions pour diminuer la facture.
de l'éclairage, de la facture du secteur public. Mais c'est dans les casiers à Yaoundé. Je veux dire qu'à un moment donné, on est un peu confus. Donc du coup, quand vous parlez toujours de dette, même Eneo, vous savez les engagements de Eneo. Aujourd'hui, on a le secteur de la distribution, là, le réseau de distribution est à terre. Ça devait faire partie des engagements des charges de Eneo. Je crois que vu tout ça, l'État était même très... Parce qu'il fallait qu'ils partent, il fallait les laisser partir. Le réseau de distribution aujourd'hui au Cameroun est à terre. Eneo, dans le programme d'Eneo, il devait s'occuper de travail sur ce réseau. Maintenant, c'est pourquoi les ménages n'ont pas d'électricité? Oui, parfois. Mais il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système énergétique, là, ce n'est pas seulement le nombre de kilowatts disponibles. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement aller créer des stations de production. Il y a les lignes de transport qui vont avec, il y a les lignes de distribution qui vont avec, il y a le know-how des acteurs qui vont avec, il y a la coordination dans le système qui va avec, il y a la réglementation qui va avec. C'est tout ça le chantier qu'il faut mettre en place au jour d'aujourd'hui. Il faut que chaque acteur sache exactement ce qu'il a à faire. Sur le plan financier, il y a tout un déséquilibre financier dans le système. Il faut qu'au niveau financier, que tout soit mis en place. Et il faut aussi que le secteur devienne attractif. La situation aujourd'hui, c'est que même un banquier, aujourd'hui, a peur d'investir dans un segment du système. C'est là, et il faut que, même sur le plan politique, qui est impulsé par l'État, c'est-à-dire que le ministère, c'est lui qui impulse la politique, la vision. Il faut avoir de la capacité à mettre sur pied une bonne politique. Et maintenant, travailler avec toutes les structures autour, coordonner pour qu'on trouve quelque chose de... Je peux vous dire, dans tous les pays du monde, le réseau électrique, là, le réseau de télécom, c'est des machines à sous. Vous avez compris? Mais il faut que ce soit transparent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs sont prêts à mettre de l'argent dans ce secteur-là, mais il faut que ce soit transparent. C'est ça notre véritable problème aujourd'hui au Cameroun. Quand tu vas dans certains pays, ça ne leur coûte rien de trouver de financement dans le domaine Je vais vous raconter une histoire qui me vient... Très brève. Oui, très brève. Vous avez certainement entendu parler du programme PERAS. Le programme PERAS est un programme qui favorisait le développement des branchements pour des zones, pour des personnes pauvres. Je peux vous dire que le programme PERAS a été copié intégralement sur un programme qui a existé en Côte d'Ivoire qui s'appelle Énergie pour tous. Les Camerounais sont allés en Côte d'Ivoire copier le programme PERAS. Si vous voyez les résultats, c'est incroyable. C'est parce que nous-mêmes, on n'aime pas ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà. À la recherche de solutions, est-ce que le Cameroun pourrait compter, Aloïs Onana, sur des investisseurs étrangers en l'état actuel de la situation pour résoudre le problème énergétique de manière générale au Cameroun? La question que vous me posez a déjà été évoquée. En fait, la réponse avait commencé un peu à être évoquée par, je crois, Désiré, oui. Ou Michel Moussala. C'est que justement, lorsque AES veut passer la passe à Actis, eh bien, nous sommes en juillet 2014 et il est question que l'État trouve un repreneur. On lui en donne 3 mois. Mais sauf que l'État passe 3 mois et il a de la peine à convaincre un autre repreneur. Et donc c'est comme ça que Actis arrive. En fait, je voudrais évoquer par là la difficulté qu'il y a pour certains investisseurs à venir mettre des sous dans un secteur qui, pour eux, dans un pays bien donné, ne rapporte pas beaucoup de choses. C'est vrai que j'entends parler des intérêts, c'est possible. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait quand même difficile pour le Cameroun, n'est-ce pas, de convaincre même le secteur privé. Si vous allez, c'est pas au GECAM ou
c'est pas le code, ou à la chambre de commerce, vous demandez aux gens là-bas de venir investir dans l'énergie. Je ne suis pas sûr que beaucoup s'y mettraient. Souvenez-vous qu'on a ouvert, je crois, Kamoto au secteur de l'eau, au secteur privé. Mais là, les gens ont de la peine à y aller. Ou à Camerco, voilà, Camerco. Mais depuis que le décret est sorti, je peine encore à tomber sur un secteur privé, un privé qui a accepté, n'est-ce pas, d'y aller. Première chose. Deuxième chose, le fait que Actis parte 5 ans avant la fin de sa concession est un message quand même fort, négativement fort, qui a envoyé à d'autres que c'était un mauvais secteur. Si vous voulez y venir, oui, ça peut faire, je vois... Désolé, Nancy n'est pas d'accord avec vous. Oui, d'accord, parce que qu'est-ce qui peut justifier que quelqu'un, si c'était rentable, il a encore 5 ans, quand même. Il aurait pu accepter, n'est-ce pas? C'est l'environnement, monsieur. Ah, voilà, justement, donc l'environnement. Là, vous me rejoignez donc. Vous me rejoignez, c'est que l'environnement est pollué. Il est pollué et ça ne peut pas rassurer un autre repreneur. Donc, aujourd'hui, l'État est presque sommé, n'est-ce pas, de continuer dans une gestion rigoureusement objective. À défaut de cela, nous allons retomber dans le délestage et dans d'autres problèmes. Vous savez que chez nous, dès que janvier arrive bientôt, la saison sèche arrive, on commence à vous parler des mots que vous ne comprenez pas. On vous dit, voilà, il y a étiage, il y a la sécheresse, et puis vous vous demandez, mais il n'y a pas eu de suite. Souvenez-vous que lorsqu'on lançait Menvele, c'était tambour battant, on disait, mais vraiment avec Menvele, ce sera le haut niveau. Mais sauf que depuis au moins 2 ans, on n'a pas de nouvelles de Menvele. Tantôt, il faut reconstruire à côté un barrage de réserve, un réservoir à côté pour stocker l'eau. Tantôt, c'est carrément à l'arrêt. Il faut maintenant foncer droit, soit sur Kekok qui arrive, on est content, soit encore aller à Nachtegal, on se dit, bon, de ce côté. Bref, à chaque fois, on a des problèmes. Et c'est des informations, nous sommes à la télévision, les gens nous suivent, qui ne rassurent pas les investisseurs. Et pourtant, si Actis était allé jusqu'au bout de sa concession, les gens auraient peut-être pu comprendre que, mais attendez, c'est un pays crédible. Mais le fait de partir à temps, pour moi, est un message négatif qu'on envoie aux potentiels investisseurs. Et donc, nous sommes presque aujourd'hui obligés de trouver quelqu'un en interne, ou alors nous sommes obligés de mettre sur pied un management soit transparent, soit un management exemplaire. Voilà, je crois que c'est le bon mot, exemplaire, qui permettrait aux Camerounais de comprendre que ils ont des ressources énergétiques et ils en bénéficient. Aujourd'hui, il y a un problème lorsqu'on vous dit Nachtegal est fonctionnel à 100% et que bientôt on nous dira il faut rationaliser, débrancher vos appareils lorsque vous sortez, ou en soirée, il faut limiter votre consommation. Bref, il y a cet ensemble de choses qui font qu'à la fin, on se dit, la seule solution aujourd'hui, à mon avis, pourrait consister à trouver des hommes capables et leur laisser les mains libres pour qu'ils puissent agir avec autorité. C'est-à-dire que même si c'est la présidence qui n'a pas payé, bon, là-bas c'est autre chose. Par exemple, l'université, ne dirais pas de nom, parce qu'il y en a par le passé qui n'ont pas payé et qui ont souvent eu des problèmes. Si c'est elle qui ne paye pas, qu'on soit en mesure de les sanctionner. Il faut donc trouver quelqu'un qui sera aussi courageux que possible pour qu'il soit en mesure de faire entrer des fonds. Quelqu'un qui serait nommé par l'État, donc qui dépendrait forcément de l'État. Est-ce qu'il est possible que l'État soit exigeant envers lui-même maintenant qu'il reprend le contrôle de la gestion de l'énergie électrique? En tout cas, d'Eneo, Michel Michaud, en quelques mots. Claude, moi, on m'a dit que c'est quand, dans le métier, on m'a dit que c'est quand l'être humain mord le chien, qu'on se pose bien des questions qui se passent, ou bien quand le train n'est pas parti à l'heure, on s'interroge. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. On en doit le comprendre comme je le comprendrais sur d'autres cieux. J'ai dit à l'entame, j'ai dit ici qu'il y a un problème. Nous n'avions pas fabriqué un certain nombre de personnes dans l'esprit de l'intérêt de la nation. Parce qu'on a eu des gens qui nous ont précédés, qui ont fait des entreprises de référence au Cameroun. Aujourd'hui, le discours du président de la République lors de son investiture, il a dit qu'il va s'occuper des femmes. Je vois que vous êtes contente parce qu'on a nommé la dame procureure générale auprès de la Cour suprême. Ça a commencé peut-être par là. Mais l'État,
Il n'y a aucun pays, tous les pays, même en Europe, à un moment donné, il y a la crise, l'Italie, la Grèce. Ils étaient arrivés en cessation à travers la FMI et la Banque mondiale. L'État, c'est toute une politique, Claude. Qu'on n'en vienne pas à venir nous faire croire que sinon on n'aurait jamais trouvé les 77 milliards pour donner à Actis. Je trouve que c'est même gratuitement qu'on leur a encore donné de l'argent. Parce que l'État avait des moyens à travers un certain nombre de normes pour dire à Actis que nous avions cédé notre entreprise pendant 15 ans, 20 ans. Vous ne nous avez pas reproduit ce que nous attendions de vous. C'est pour ça que je parlais de la transparence du cahier de charges. Si on avait publié le cahier de charges d'Actis, que chaque Camerounais serait en train de venir voir, parce qu'il y a même une loi votée à l'Assemblée, votre fameuse coupure de courant qu'on fait là, la taxe là, on l'interdit, elle a été votée, la loi existe, que ce soit quand de ne plus refacturer les coupures du courant. On a laissé. Si on fait la somme de ce que Actis a encaissé entre-temps, vous verrez le montant, c'est quand même là beaucoup. Donc, pour moi, et ce que je pense, au-delà d'une politique de volonté de revoir des entreprises, se remettre à la norme. Les hommes, nous n'allions pas aller prendre... c'est fini. Nous n'allons pas aller prendre les anges. C'est nous, les Camerounais, qui devions être interpellés en ce qui concerne le management de nos entreprises. Tant que nous n'allons pas implémenter un style adapté même à notre contexte et voir ce que le monde présente, ce serait toujours... On aura toujours les mêmes problèmes. Des problèmes de ce genre. Nous allons sortir de l'émission Michel Michaud-Moussala, Désiré Nancy, d'ici à la peut-être restructuration tant souhaitée par les Camerounais. Qu'est-ce qui va changer? Entre-temps, rien? Non, mais il est urgent que les choses changent très rapidement. Pour ça, il faut des réformes très très rapidement. Sinon, il y a l'effondrement du système qui est possible. Hein. Et sur ce volet-là, je pense que le moment même a été très très bien choisi. Ça, c'est mon point de vue personnel. Quand j'entrais ici, j'ai entendu parler de mon ami Ernest Dikoum, qui a été à Camer. C'est quelqu'un que je connais beaucoup, qui a choisi de venir au Cameroun, Camer, parce qu'il voulait aider son pays. Mais je peux vous dire qu'il est rentré, il est reparti presque la queue dans les... Je peux citer plusieurs comme ça qui aiment ce pays, qui sont prêts à... Je peux vous faire cette anecdote aujourd'hui. Ouais. Du coup, une semaine avant, quand un conseil d'administration lui impose des individus où il a déjà planifié sa manière de restructurer la Camer, on amène un fameux personnage du système pour dire que voici l'assiette de ce que vous deviez présenter. Du coup, il me dit non. Il vient me voir une semaine avant, me dit, grand frère, tu m'as connu aux États-Unis. Je ne suis pas venu pour faire la prison au Cameroun. Je m'en vais. C'est ce genre de profil dont on a besoin? Non, il y en a plusieurs. Hein. On a plusieurs. Moi-même, je suis du secteur. Et pour vous dire, le moment est très bien choisi. Nous venons de traverser une période électorale. Nous avons un nouveau président. C'est le président Paul Biya. L'ancien président reconduit. Oui, reconduit. Je crois qu'il a été reconduit à 53%. Ça veut dire quand même qu'il y a la moitié de la population qui n'a pas adhéré. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ne sont pas très très contents. Il est question surtout que des décisions soient prises. Sur le point de l'énergie, le président de la République doit frapper très fort. Toute l'équipe autour là, ils ont prouvé pendant presque 25 ans les limites. Il faut très rapidement mettre des nouvelles personnes et des personnes qui aiment ce pays en place pour rassurer toute cette population-là. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. On tend vers le gouffre. Et il faut que des actions fortes soient mises en place. Et vous nous faites penser au remaniement ministériel attendu par les Camerounais. Bien sûr. Merci Désiré Nancy. Merci Michel Michaud-Moussala. Merci à Loïs Onana. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon. Merci. Non, je vais te dire.